Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser, d'optimiser ta location courte durée. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash tout en préservant ton temps libre. Et aujourd'hui, on va accueillir Benjamin Etienne, Benjamin de son prénom, Etienne de son nom de famille, qui est un acteur clé dans la location courte durée sur l'ouest de la France. Et lui, au quotidien, il fait de la location courte durée via ses propres biens. Il fait de la conciergerie et de la sous-location. Et comme moi, et comme nous sur la chaîne Automatique BNB, il cherche à optimiser et à automatiser un maximum de choses dans la location courte durée. Donc, bienvenue à toi, Benjamin. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, Nicolas, de m'avoir invité du coup, pour qu'on parle d'un sujet très passionnant. Effectivement, donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que Benjamin, tu peux justement te présenter, expliquer ce que tu fais aujourd'hui et puis en quelques mots présenter ton parcours qui t'a amené là aujourd'hui? Moi, donc, du coup, je m'appelle Benjamin Etienne, comme Nicolas l'a bien stipulé. J'ai 34 ans. J'ai commencé mon investissement immobilier il y a 4 ans, où j'ai acheté deux premiers appartements en Bretagne, dans le centre-ville d'une ville à ses côtés. Je peux même dire le nom, c'est Vannes. Euh, à la base, j'avais plutôt une idée d'exploitation en longue durée par rapport à mon travail qui me prenait du temps. Et quelqu'un, une amie de ma mère, m'a convaincu de passer en LCD. Et ça a été un réel coup de cœur pour cette stratégie locative. Et on en discute souvent régulièrement ensemble, Nicolas. Mais voilà, j'avais vraiment l'impression de me lancer dans un projet entrepreneurial, de prêter attention du coup à mes investissements, de la décoration, les coûts de clients. Et ces deux premiers investissements ont vraiment très, très bien marché. Du coup, j'ai enchaîné sur plusieurs opérations, toujours en Bretagne et Pays de la Loire, où là, j'ai un peu toutes les surfaces, studio, T4, voilà, T2, donc, qui répond je dirais, à l'ensemble des besoins sur le marché. Alors, je n'ai pas encore de maison, mais on en parlera aussi tout à l'heure. Donc, du coup, je me suis lancé là-dedans. Et en parallèle de mon travail, quelqu'un de ma famille, du coup, a fait une faillite. En fait, son entreprise a fait faillite. Et du coup, je me suis dit, bon, bah là, pour te faire rebondir, je pense qu'il y a vraiment une belle opportunité à monter. C'était en 2019. On a monté une conciergerie ensemble, donc en parallèle encore de mon travail. Et on a commencé, en fait, à trouver des clients. Alors, lui, c'est un ancien commerçant, donc commerçant de la ville. Donc, il connaît énormément de monde. Il connaît des bons commerçants qui ont pas mal de patrimoine sur le secteur. Et on a réussi, grâce du coup à mon feedback en tant que jeune investisseur et en exploitant des biens en location courte durée, à convaincre des propriétaires de basculer soit sur un parc qui était vide, parce qu'ils ne s'en occupaient pas et ils avaient suffisamment d'argent pour vivre ailleurs. Donc, du coup, à les convaincre de passer sur de la location courte durée en leur expliquant bien que toutes les croyances qu'ils avaient, dégradation, tapage nocturne et tout ça, ça n'existait pas. Ah, ça n'existait pas. Ça existait, ça existe toujours, mais ça reste une toute petite minorité des problèmes qu'on peut avoir en location courte durée. Et là, on a commencé à gérer des petits biens à droite à gauche, des petits appartements, et puis on a commencé à être de plus en plus connus. On a commencé du coup, à gérer plutôt des appartements après de standing, vue mer, des choses comme ça, qu'on louait entre 200 et 300 euros la nuit. Et voilà, on a géré un parc d'une vingtaine d'appartements qui tournaient bien. Il y en a qui tournaient bien toute l'année, il y en a qui tournaient seulement l'été, puisque les propriétaires avaient décidé de jumeler à la fois location étudiante et location Airbnb. Et en 2020, quand la crise arriva, la crise sanitaire, moi, j'ai quitté mon travail fin 2019 pour me lancer du coup en tant qu'entrepreneur dans l'immobilier. Et du coup, quand j'ai commencé à voir les difficultés sur d'autres investissements que je voulais faire, voilà, les banques me disaient clairement, tu es entrepreneur, certes, tu as des bons revenus locatifs, mais là, ça va être très compliqué pour toi d'enchaîner sur des opérations. Et là, j'ai dit, bon, il y a un sujet, c'est la sous-location. Donc, voilà, on a trouvé des biens après, toujours par notre réseau en sous-loc. On a réussi à convaincre des propriétaires. Et du coup, c'est pareil, c'est exactement la même chose, en fait, qu'on soit propriétaire, sous-loueur ou en conciergerie. On applique exactement la même méthode. C'est juste trois business qui sont différents d'un point de vue rémunération. Et voilà, on est tombé dedans. Donc, on a géré quand même pas mal de biens. Et là, à l'heure actuelle, je pense qu'en 2022, ça ne va pas être le cas, mais en 2023, je vais pouvoir renchaîner sur d'autres investissements immobiliers et pour continuer du coup à faire de la location courte durée. Et en parallèle, en 2021, ça c'est vraiment, ça n'a pas à voir avec la location courte durée, mais je suis aussi directeur associé d'une agence immobilière sur de l'investissement clé en main, donc dédié seulement à des investisseurs, OP, achat-revente, marchand de biens, voilà, il y a pas mal de sujets. Et j'ai aussi créé une laverie avec un de mes associés
où là, on a, du coup, là, à l'heure actuelle, 14 janvier 2022, ça y est, les locaux sont en train d'être signés et on va pouvoir exploiter une laverie dans ce local-là. Donc, le but pour nous, après, c'est de développer aussi cette activité. Mon associé en a monté une vingtaine, donc c'est quelqu'un de très compétent et sur le marché. Voilà, il connaît vraiment très, très bien le marché des industriels, il connaît bien toute la partie installation, toute la partie technique qu'on pense facile, comme ça, quand on regarde une vidéo YouTube, et en fait, qui est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Donc, le but pour nous, c'est de monter aussi des laveries. Voilà, on a un objectif de monter des laveries, entre autres, sur l'ouest de la France. Mais mon cœur de métier reste quand même la location courte durée. Ok, bon, déjà, félicitations pour tout ce parcours. Ouais, ouais. C'est vraiment top, c'est inspirant. Et là, donc aujourd'hui, toi, en termes de location courte durée, entre tes propres appartements, tes biens que tu gères en conciergerie et en sous-location, là, tu gères combien de biens à peu près? On a géré, en fait, on a stoppé une activité qu'on va reprendre, mais on est monté jusqu'à une trentaine de biens. Euh, la partie sous-location, puisqu'en fait, j'accompagne aussi des clients sur là, c'est vraiment entre guillemets sur la création de conciergerie et sur la sous-location. Vu que j'ai mis en stand-by pendant à peu près un an et demi, la partie conciergerie et sous-location, en fait, je l'ai redonné l'ensemble de mes clients du coup, à un client, à une personne que je suis sur la ville de Vannes, entre autres. Donc, c'est lui qui a repris tous mes clients. Moi, à l'heure actuelle, j'ai 6 biens en location courte durée à mon nom, mais l'année dernière, on en avait une trentaine entre la sous-location et la conciergerie. Ouais. Ok, et puis en plus de tout ça, ce que tu me disais, c'est que tu as développé tout un espace de formation. Tu justement t'accompagnes et tu formes des gens dans le Exactement, monde de ouais. la location courte durée. Exactement, ouais. Vraiment sur l'aspect conciergerie et sous-location. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une vraie demande sur le marché. Moi, j'ai développé une expertise aussi depuis maintenant 2018 sur la location courte durée. Et après, voilà, on accompagne, on aiguille, on va dire, les clients sur comment capter des futurs propriétaires, quels sont les arguments à donner pour avoir des biens en sous-loc ou en conciergerie. Après, c'est vrai que moi, je suis né dans la ville dans laquelle j'exploite, mais surtout mes biens en location courte durée. Donc, j'ai quand même un réseau et un vivier de personnes que je peux capter facilement et que je peux même redonner à des clients si moi, je ne suis pas en capacité de les prendre. Ok, très bien. Donc, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, Benjamin offre une de ses formations justement. Donc, je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment obtenir une de ces formations et un de ces accompagnements par rapport notamment à la sous-location professionnelle. Donc, je pense que ça va intéresser beaucoup d'entre vous. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Moi, je t'ai aussi invité parce que ce que j'apprécie dans la partie entrepreneuriat que tu fais autour de la location courte durée, c'est que toi, ton leitmotiv, c'est toujours d'atteindre l'excellence. Et l'idée, c'est pas de faire justement du quantitatif, mais plutôt du qualitatif. Donc, comment toi, par exemple, avec les 6 biens là que tu as, comment tu fais au quotidien pour justement obtenir les meilleures notes possibles sur Airbnb, sur Booking? Comment tu fais pour que tes biens et l'expérience du client atteignent souvent l'excellence? Déjà, les biens, moi, j'y mets beaucoup d'affection. Alors, on dit souvent qu'il faut pas trop y mettre d'affectif quand on achète un bien ou quand on fait de la location. Moi, j'y passe, entre guillemets, beaucoup de temps en amont du projet. Une fois que j'ai trouvé le bien, je vais vraiment, en fait, me dire, bon, par mon expérience, quel est le feedback, en fait, quel est le retour que j'ai des clients sur mes appartements. Souvent, le premier critère, c'est on s'y sent bien. Par rapport à ce qu'on a déjà vu, ça se différencie. Les meubles sont beaux, sont qualitatifs. On sent que vous y avez mis les moyens. Certains appartements, il y a des check-in physiques, mais ça, je vais expliquer pourquoi et ce que je vais changer. Donc, je fais vraiment attention à tout. Donc, moi, je me pose souvent dans l'appartement avant de le mettre en location. J'y séjourne 2, 3 jours. Et je me dis, voilà, j'invite des amis, comme si j'étais un client. Et, euh, et je me dis, voilà, qu'est-ce qui pourrait manquer dans l'appartement? Alors, on va parler de tous les ustensiles de cuisine. Après, on va parler des équipements basiques, canapé convertible, un fauteuil. Là, il va manquer un miroir. Là, il va manquer un tableau. Là, ça fait un peu trop fade. Et en fait, je veux que le client, voilà, quand il vient chez moi, je ne veux pas qu'il se sente à l'hôtel. Et pourtant, j'ai fait 5-6 ans en déplacement dans des hôtels Mercure, Novotel, où c'était toujours la même chose. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait que mes clients actuellement ils se sentent bien? Et ben parce qu'on va vraiment prêter attention à la décoration, à la qualité des meubles. Donc, on va mettre un peu plus de moyens. On n'est pas sur du clé en main à 3 000 euros. On va plutôt aller chercher des meubles à droite, à gauche. Et les meubles qu'on va chercher, ça, c'est vraiment un point positif. En tout cas, c'est ce que les clients me remontent, c'est qu'on va aller dans des magasins indépendants
Et à force, maintenant, les magasins indépendants, je les connais. Et en fait, quand je vais les voir, je leur demande, c'est souvent des meubles qui valent un canapé basique à entre 1500 et 3500 euros le canapé. Je leur demande, en fait, dans leur showroom, qu'est-ce qu'ils veulent ne plus voir dans leur showroom. Est-ce qu'il y a une nouvelle collection? Et souvent, en fait, je négocie 40 à 50% du canapé, comme ça. Donc maintenant, ils savent que quand j'arrive, ils me disent, bon, Benjamin, tu viens faire tes courses? Ouais, exactement. Bah, ça, la table basse, elle est à 300 euros. Nous, il faut qu'elle parte demain parce qu'on a une nouvelle table basse. On te la fait à 150. Là, le miroir, on veut qu'il parte. Au lieu de 100 euros, on va te le faire à 80. Et en fait, du coup, ce qui fait que, d'une, déjà, tu économises pas mal d'argent, contrairement à des magasins But ou Conforama, où quand tu essaies de négocier avec eux, souvent, c'est 5-6% de remise, c'est pas plus, parce que ils sont régis par la maison mère et on peut pas faire des remises à tout va. Et c'est ce qui fait que du coup, que mes meubles en fait, sont plus atypiques qu'un appartement en location Airbnb. Mes clients l'apprécient. Moi, je le paye en fait pas beaucoup plus cher en fait qu'un canapé but parce que je le négocie bien. Et les clients, là, je pense à un appartement familial que j'ai, tous les clients me disent votre canapé, il est monstrueux. Et en fait, c'est ce qui fait la pièce maîtresse. Du coup, sur la photo, et quand les clients arrivent, ils arrivent sur un salon séjour de 45 mètres carrés et ils disent votre canapé, il est mortel. Et en fait, au départ, je n'arrivais pas à négocier. Hein. Quand on commence, on se dit ouais, c'est un peu dur. Hein. Et en fait, voilà, maintenant, quand je vais dans un magasin un peu voilà, où je suis un peu plus connu, et ben, en fait, je négocie tous mes meubles comme ça. Et en fait, je ne paye pas beaucoup plus cher qu'un magasin but. Et les clients, ils sentent vraiment la différence de qualité par rapport à des appartements où ils sont allés à Marseille, à Paris, où c'est souvent du made in China, voilà, où le canapé convertible il est complètement défoncé, il ne tient pas. Voilà, pareil, le canapé convertible, pour moi, c'est une des pièces maîtresses parce que dans un T2, on peut prendre du 2 personnes, mais si on peut prendre du 4, tant mieux. Mais le canapé convertible, là, j'ai un copain, du coup, par mon réseau et grâce aux apéros IMO et aux séminaires et aux congrès, j'ai rencontré quelqu'un dans un congrès et c'est devenu un ami à moi. Et maintenant, il fait de l'importation de meubles. Et lui, il me top des canapés convertibles made in Italy qui sont en vente à 3000 euros. Il me les vend 1200 euros. Donc, en fait, à 1200 euros un canapé convertible à but, il n'est pas de top qualité. Tandis que ces canapés-là, quand ils viennent chez moi, souvent ils disent ouais, un canapé convertible, on ne va pas bien dormir. Et en fait, du coup, les clients, le même disent putain, votre canapé convertible, il est vraiment pas mal. Nos enfants, ils ont bien dormi. Notre fils, il a bien dormi. Franchement, l'expérience client au top. Et je pense que la première clé, mis à part l'emplacement, c'est la décoration. Il faut que ce soit atypique. Il faut que ce soit beau. Il faut que ce soit cocooning. Et après, tu as l'expérience client au moment de quand ils viennent séjourner chez toi sur est-ce qu'il manque, je prends un couteau à huître parce que moi j'ai des appartements en bord de mer. Est-ce qu'il manque des petits ustensiles à droite à gauche? Mais il faut vraiment prêter attention, je dirais, pendant les 10 premiers séjours à toutes les remarques de tes clients. Tu ajustes, parce que des fois, ils te demandent des choses qui sont un peu incohérentes, parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde, mais tu ajustes et une fois que tu as fait toutes ces remarques-là, après, tu automatises. Ok, très bien. Donc en fait, toi, vraiment, l'idée au début, c'est, comme tu disais, d'améliorer l'expérience client et surtout d'avoir une qualité perçue de ton logement qui est très élevée. Et au-delà de la qualité qui est perçue, qui est une qualité réelle dans tes logements. Exactement. Et ce que tu disais là, l'astuce justement de négocier les tarifs avec des vendeurs indépendants par rapport à des collections sur lesquelles ils veulent se séparer, c'est une très très bonne Ouais, astuce. après, faut pas aller en gérant en mode cow-boy. Non, bien sûr. Faut demander à rencontrer la responsable du magasin, petit magasin indépendant. Voilà, vous dites, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, bon, bonjour Marie, je m'appelle Benjamin, je suis investisseur, j'achète des appartements, je meuble des appartements. Voilà, il risque d'avoir une récurrence. Je peux avoir quand même pas mal de volume par rapport à vos clients habituels qui font du one-shot à droite à gauche. Est-ce qu'il y a un moyen de négocier? Est-ce qu'il y a moyen de faire des choses? Et elle m'a dit, bah, écoute, moi, je n'ai pas tout le temps des biens à vendre en permanence que je veux me séparer à des prix vraiment remisés. Mais quand il y en a, je t'appelle ou si tu viens, je te dis ce que je ne veux plus voir dans le magasin. Et en fait, j'ai fait des super négos comme ça avec des produits top qualité. Ok. Et tout à l'heure, tu disais justement que tu as des appartements, si j'ai bien compris, tu fais du check-in automatisé et d'autres qui font physique. Euh, Quels sont tes critères justement pour faire soit un check-in physique, soit un check-in automatisé? Et comment tu fais justement ce check-in physique? Et pour ceux que tu fais du check-in automatisé, comment tu le fais? Alors, l'avantage, c'est que j'avais une conciergerie. Donc, moi, mon associé, c'était lui qui faisait du coup les check-in et le ménage dans mon appartement. Donc, ça me coûtait relativement moins cher qu'un prestataire externe.
Et là, à l'heure actuelle, je l'ai fait et je vais vous expliquer pourquoi je vais arrêter de le faire. Mais au départ, je voulais vraiment, quand on paye en fait, je me suis mis dans la peau d'un client et je me suis dit, voilà, Benjamin, qu'est-ce qui attend un client quand il paye 1500, 1800 euros la semaine en plein été? Ben, il attend un accompagnement, il attend des conseils. Et en fait, ça a été hyper apprécié. Et d'ailleurs, quand on va voir les notes sur Booking ou sur Airbnb, il y a souvent un prénom qui est cité, il s'appelle Michel, qui est la personne à qui j'ai fondé la conciergerie. Et il apportait toujours ce petit plus sur un restaurant qu'on n'aurait pas mis dans le guide, quelque chose qui n'est pas du tout connu des touristes, vraiment quelque chose de très local. Et les clients, ils appréciaient ça. On le faisait parce qu'on avait le temps de le faire, entre guillemets. Ça ne me coûtait pas spécialement très cher quand c'était géré dans la conciergerie. Mais à un moment donné, en fait, ça, c'est bien au départ, quand on a du temps. Mais à un moment donné, quand on multiplie les projets entrepreneuriaux, peu importe. Mais quand on multiplie les projets, quand on se lance, comme moi, sur une agence immobilière, des OP marchand de biens, sous-location, conciergerie, mes apparts, on n'a plus du tout de temps. Et j'ai fait mon premier test, du coup, sur la partie check-in. C'était à Nantes, c'est mon plus bel appartement. Appartement refait par un architecte. Et au départ, en fait, malgré que ce soit automatisé, je continue à envoyer des messages. J'avais besoin je sais pas, d'avoir ce ressenti client pour voir s'ils étaient contents, savoir si le check-in s'était bien passé. Et une fois que je l'ai compris, je gagnais énormément de temps. J'en ai enchaîné sur 2 autres. Et là, j'ai dit, ah, putain, c'est vraiment, vraiment cool. Et là, tu vois, ça fait 4 ans que j'ai mes apparts à Vannes. Et pour les derniers, pour les premiers que j'ai achetés et pour les derniers que je n'ai pas automatisés, ça y est, là, j'ai convaincu la copropriété de mettre un digicode pour faire des entrées automatiques parce que je me suis rendu compte qu'on avait tellement bien automatisé sur la partie mailing, sur les PDF qu'on envoyait, qu'au bout du compte, en fait, que je sois là ou pas là pendant le check-in, en fait, ça ne changeait pas grand-chose. Parce que les clients, s'ils ont vraiment besoin de me poser une question, s'ils ont vraiment une galère, ben, ils m'envoient des messages. Et j'avais du mal parce qu'au départ, c'est, je dirais entre guillemets, tes bébés. Quand ce n'est pas les tiens en conciergerie, bon, globalement, tu automatises parce que tu fais tellement de check-in en même temps que du coup, tu es obligé de demander au propriétaire d'installer des serveurs connectés. En sous-loc, c'est pareil. Mais quand c'est tes apparts, tu as une autre notion. Tu n'as pas envie qu'ils soient dégradés, t'as pas, voilà, c'est tes apparts. Et là, ça y est, j'ai pris le pas sur Vannes parce qu'à Nantes et à La Baule, ça a très, très bien marché. Je me suis dit, il n'y a pas de raison en fait que Vannes, ça ne marche pas. Et on manque de temps, en fait. Plus on multiplie les projets, plus on manque de temps et plus ça devient nécessaire. Et justement, est-ce que tu utilises des dispositifs particuliers là où tu automatises? Est-ce que tu as Ouais. des marques à nous recommander, des serrures ou des dispositifs que toi tu utilises et que tu es satisfait? Après, les marques, globalement, il y a, j'allais dire, les deux plus grosses, en tout cas qui sont connues selon moi, c'est Igloo Home et Nuki. Chacune de ces solutions répond à des problématiques. Moi, à Nantes, j'avais un problème avec la partie entrée, où en fait, je n'avais pas de digicode, j'avais qu'une clé et j'avais un Vigic et un interphone. Donc, c'était très, très compliqué. Et en fait, Igloo Home ne pouvait pas répondre à ça. Moi, je m'interdis de mettre des boîtes à clés à l'extérieur du bâtiment. Pourquoi? D'un point de vue assurance, on sait très bien qu'un coup de marteau, on peut prendre ma clé. Donc, je me l'interdis. Donc, j'ai choisi la solution Nuki parce qu'ils ont, on peut chanter, en fait, et tout ça, on peut le contrôler via une application, via Nuki. On peut chanter, en fait, la partie entrée automatique en appuyant comme si vous alliez chez le médecin, vous appuyez sur le bouton numéro 1, la porte d'entrée ouvre d'une certaine heure. Par exemple, vous pouvez programmer de 15h à 20h pour tel ou tel client. Et après, une fois qu'ils arrivent en face de la porte, il y a une autre serveur connectée avec un petit keypad, un petit clavier, parce qu'ils appellent ça keypad, mais c'est clavier, où là, en fait, il y a un code automatique qui est envoyé au client. Et le client, une fois qu'il est à l'intérieur de l'appartement, il a une clé et un Vigic et il n'a plus besoin de se servir de la partie automatisation. Mais je sais qu'Igloo Home répond à pas mal de solutions aussi, pas mal de problématiques. Moi, pour ma part, ça a été Nuki. Et pour Van, je pense qu'une fois que j'aurai mis le digicode, je vais mettre en place Igloo Home sur les 3 serrures. Ouais. Moi, je pense que ouais, effectivement, pour moi, c'est les deux marques effectivement en France qui permettent de répondre à un maximum de problématiques.
Nuki, ça permet effectivement d'ouvrir la porte de l'immeuble. Et puis Iglo Home, enfin Nuki permet aussi d'ouvrir la porte d'entrée de l'appartement, mais Iglo Home aussi offre une possibilité de le faire via une serrure connectée et également via une boîte à clé connectée. Et justement, toi, tes codes, tu les génères, on va dire, manuellement avec l'application ou est-ce que tu les as connectés à un channel manager qui les génère automatiquement? Alors, moi, j'ai un channel manager. Je ne suis pas, je dirais, un pro Bet24. Bet24, c'est vrai que la gros avantage de ce channel manager-là, c'est qu'il est relié à peu près à tout, hein. C'est le channel manager le plus complet sur le marché. Mais aussi, ça c'est selon moi, et ce n'est que mon avis, c'est le plus imbuvable d'un point de vue ergonomie. Moi, je suis chez Amenities, donc ils n'ont pas encore ces connexions-là. Pour l'instant, les codes, je les envoie manuellement, ça ne me dérange pas de le faire parce que je le fais à droite à gauche. Et j'ai plutôt en ce moment des longs séjours plutôt que des courts séjours. Donc, ce n'est pas ça qui me prend du temps. Ça me permet aussi de toujours avoir une interaction avec mes clients parce que je suis pour l'automatisation, mais je suis aussi pour l'expérience client. Et je trouve ça toujours intéressant de, voilà, je demande toujours à mes clients, une fois qu'ils sont rentrés dans un appartement, s'ils sont bien arrivés. Donc, ils m'envoient toujours oui, on est bien arrivé, quoi. Je m'assure vraiment que l'expérience client soit bonne parce que ça m'est arrivé une fois où j'ai eu un problème avec une serrure connectée où le client est resté 1 heure poireauté devant la porte. Donc, l'expérience client, c'est pas terrible, terrible. Ok. Non, non, après, effectivement, Bet24, je le partage avec toi. C'est que pour moi, c'est le logiciel le plus complet, mais en même temps le plus complexe. Et moi, c'est pour ça que j'ai une partie de mes apparts qui sont sur Bet24 et une autre partie qui sont sur Superhot parce que mes clients et la communauté automatique BNB, la plupart d'entre eux utilisent ces deux channel managers. Donc, ça me permet d'être toujours au fait par rapport à ça. Et je fais ma petite pub par rapport à Superhot. Sous la vidéo, il y a un essai de 14 jours si vous voulez l'utiliser. Ça vous permet justement de connecter assez facilement Nuki et Glow Home pour que les codes se génèrent automatiquement. Donc, et sans rentrer dans une complexité comme Bets24. Donc voilà. En tout cas, effectivement, il y a plusieurs outils qui sont utilisables sur le marché, mais en tout cas, pour moi, c'est indispensable d'utiliser un channel manager qui justement répond à vos besoins. Tout dépend un peu des appétences qu'on a avec soit l'anglais, le français en fonction du type de logiciel et les appétences qu'on a en informatique. Le channel Donc, manager, je me permets de te couper, ouais. Nicolas, mais le channel manager, c'est voilà, il n'y a pas une école ou deux écoles, mais à partir du moment où on a plusieurs biens, le channel manager, il est indispensable. Il est indispensable sur la gestion du temps, sur la gestion des prix, sur la gestion des coefs, des prix que vous allez mettre sur votre channel manager, sur la partie PMS, centralisation de toutes les données, sur la partie serveur connecté, sur la partie mail automatique. C'était vraiment un gain de temps. Et moi, je l'ai eu, et je vais être très transparent. En mai 2018, j'ai mis mes premiers biens en location. Je me rappelle, j'étais à l'étranger. Et 1 mois après, j'avais un channel manager. Et au bout de 2 biens. Pourquoi? Parce que j'y voyais un gain de temps. Et j'étais salarié, je faisais 70 heures par semaine. Donc, ce n'était pas une question que je me pose. Un channel manager n'est pas un coût. C'est totalement faux. C'est un gain de temps. Et ça vous enlève une charge mentale, mais qui est complètement. Voilà, c'est indispensable. Ça me fait franchement grandement plaisir ce que tu dis parce que il n'y a pas une journée où j'ai des gens qui ne posent pas l'action. Mais quel est l'intérêt du channel manager? J'ai que 2 appartements, est-ce que c'est réellement utile? Et je vois encore des personnes qui ont 3, 4, 5, 6 apparts qui ne veulent pas, d'après leur dire, dépenser de l'argent pour un channel manager parce que ça coûte trop cher. Et je leur dis effectivement, c'est un investissement parce qu'en plus, pour moi, ça améliore le pilotage de votre business et en plus, ça améliore l'expérience client. Là, je suis en train de faire une interview avec toi. Si quelqu'un réserve, il faut que quelqu'un puisse rentrer dans mes appartements. Donc, il faut que les messages partent, etc. Et je n'ai pas besoin de me soucier de ça. Ça se fait automatiquement. Et en plus, c'est un gain de temps énorme parce que, comme tu le dis, on modifie quelque chose sur le channel manager. Automatiquement, sur toutes les plateformes sur lesquelles on est connecté, ça se modifie. Donc, c'est énormément de temps de gagner. Donc, pour moi, effectivement, c'est un investissement et ce n'est pas un coût ou une charge pour la société. Et ça me fait grandement plaisir d'entendre de ta bouche c'est les mêmes propos que je prône au quotidien. Justement, tu parlais tout à l'heure de ça permet de modifier les prix, etc. Comment toi, parce que c'est une question récurrente, comment on fait pour faire ces prix? Comment on fait pour faire sa tarification? C'est toujours un sujet, c'est toujours, on ne sait jamais, est-ce qu'il faut être moins cher que ses concurrents, plus cher que ses concurrents, il faut faire le même prix, comment on se positionne? Sujet, C'est vrai. sujet très, très complexe. Moi, quand j'ai commencé en 2018, il y avait déjà moins de concurrence.
La location Airbnb, elle a explosé entre 2018 et 2020, où beaucoup de gens se sont lancés là-dedans. Donc, en fait, moi, en 2018, je me suis d'abord comparé aux hôtels. Parce qu'avant de me comparer aux autres Airbnb, je me suis dit, bon, on va parler d'Airbnb, on va dire la clientèle Airbnb, c'est la clientèle Airbnb. Et puis moi, je suis quand même, euh, à 70% de mon chiffre d'affaires, elle est quand même Booking. Donc, je me suis dit, Booking, c'est quoi? C'est une clientèle hôtelière. Donc, il faut que je me compare aux hôtels. Il ne faut pas que je me compare aux apparts. Parce que je vais capter cette clientèle-là. Et j'ai regardé d'abord, et du coup, ça m'a permis de faire une étude du marché, je dirais un peu moins longue, parce que j'ai regardé tous les hôtels à proximité, qui étaient à peu près dans le même gamme que moi, 3, 4 étoiles, et je me suis comparé à eux. Et au départ, je me suis greffé sur leur prix. Après, avec Airbnb, je dirais que c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient. C'est une plateforme où il y a énormément de monde, mais c'est là où il y a le plus d'annonces et c'est là où il y a aussi le moins de personnes formées. Parce que d'une, les hôtels, ils ne sont pas sur Airbnb, donc ce sont des vrais professionnels de l'hôtellerie. Les personnes qui sont sur Booking sont souvent des gens très qualitatifs, même sur leur appartement. Et sur Airbnb, c'est un peu du tout venant. Ça reste mon point de vue. Et il y a des gens, des hôtes, qui ont une croyance limitante. Alors, je déteste ce mot-là, hein, mais c'est une croyance limitante sur quelle est la valeur de mon bien, quelle est la perception que j'ai de mon bien. Et en fait, souvent, ils se disent, bah, moi, mon logement, il ne vaut pas plus de 30 euros la nuit. Et 30 euros la nuit, c'est un bis budget. C'est même pas un bis budget, c'est même pas un Formule 1. Je prends la ville de Vannes, un Formule 1 l'été, c'est 50 balles. Si tu loues ton appartement à 30 balles la nuit, tu auras des clients à 30 balles la nuit. Et déjà, c'est pour ça que je me suis plutôt positionné sur du moyen gamme, voire du haut de gamme sur certains biens, plutôt à me dire, je vais d'abord capter une clientèle Booking qui va payer déjà plus cher pour ne pas avoir le fond du panier, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'à 30 euros la nuit, on a aussi la clientèle qui va avec et des fois, on peut avoir des surprises. Heureusement pour moi, je n'ai jamais eu de problème depuis 4 ans, mais je me suis d'abord comparé aux hôteliers. Une fois qu'il y avait plus de concurrence, j'ai commencé à regarder RDNA, donc j'ai fait des analyses. J'ai appelé RDNA, j'ai demandé un peu comment ça fonctionnait. J'ai eu la chance d'être formé par le Country Manager France de chez RDNA. Donc lui, il m'a vraiment expliqué comment ça fonctionnait. Donc je me suis un peu calé là-dessus. Mais je prends mon dernier exemple à Nantes. J'ai fait mon étude de marché avant d'acheter, bon, même si je l'ai acheté quand même, mais j'ai fait comme mon étude de marché. J'ai regardé Airbnb, RDNA, où au bas mot, je devais vendre mon logement à 55 balles la nuit. Moi, j'ai dit, mon logement, c'est une pépite. Il est hors de question que je vende à 50 balles la nuit. Donc, j'ai dit, ce logement-là, pour moi, c'est un 4 étoiles. Et les 4 étoiles à Nantes, sur Booking, ils sont entre 90 et 120 euros la nuit. Et j'ai maintenu ce prix-là. Et du coup, ça a bien fonctionné. Et derrière, toujours pareil dans la gestion du temps et des études de marché, à un moment donné, on ne peut pas tout faire et on automatise certaines choses. Et à force de regarder des vidéos YouTube, et participer à des séminaires, j'ai rencontré Élise Ripoche de chez J'affiche complet. Je l'ai contactée, je lui ai dit, écoute, Élise, moi j'ai plusieurs appartements, j'aimerais que tu m'accompagnes sur l'appartement à Nantes, déjà voir son étude de marché, voir si elle était cohérente, et elle était cohérente par rapport à ce que je voulais. Elle a réussi de janvier jusqu'à septembre 2020 à tenir des prix malgré le contexte sanitaire les 4 premiers mois de l'année en 2021. Et du coup, je lui dis, bah, écoute, même si je connais très bien le marché de Vannes, franchement, Élise, j'ai plus de temps. Est-ce que tu peux gérer l'ensemble de mes biens? Et en fait, Élise de J'affiche complet, maintenant, gère l'ensemble de mes biens. Et il s'avère une chose, c'est que vu qu'elle étudie de façon hebdomadaire le marché, l'offre et la demande via des outils RDNA, PriceLab, je pense qu'elle étudie sur… je ne connais pas toutes ces méthodes parce qu'on ne peut pas délivrer non plus toutes les méthodes. Hein. Vu qu'elle étudie ça de façon hebdomadaire, elle étudie les événements qui vont être programmés dans la ville, et elle ajuste les prix. Et elle a vendu, là, je pense, et j'ai été très surpris là, pendant les vacances de Noël, un de mes appartements, mais une fortune. Je ne l'aurais jamais vendu à ce prix-là, je n'aurais jamais paramétré à ce prix-là. Et ce que j'ai dit à Ellie, je dis en fait, c'est pareil, ce n'est pas un coût, ça a été un investissement et c'est un investissement qui est rentable. Je dis parce que moi, en fait, vendre le logement à 300 euros la nuit, le T4 familial, je l'aurais vendu à 180, 200 euros la nuit parce que c'était ma perception à moi, c'était mon ressenti. Je me suis dit, on ne va pas payer plus de 200 euros. Et elle l'a hyper bien vendu. Et maintenant, du coup, elle gère l'ensemble de mes biens et j'ai la chance d'avoir un super suivi et toi aussi, je pense, par ses équipes. Et on a un rapport hebdomadaire de l'offre et la demande, de comment est notre bien par rapport à d'autres biens. Et puis, fais le job, quoi. Franchement, j'ai rien à dire. Depuis que je suis avec elle, je gagne plus d'argent qu'auparavant.
Non, mais ça, c'est pareil. Pour moi, effectivement, c'est un investissement. Donc, moi, effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille aussi avec Elise pour l'ensemble de mes logements. Effectivement, c'est un coût, c'est un service qui me permet de gagner du temps, mais aussi qui me permet de gagner de l'argent parce qu'elle me fait gagner plus que ce qu'elle me coûte. Et c'est là où c'est un investissement. Donc, effectivement, il y a beaucoup de personnes aussi qui me questionnent là-dessus, quel est l'intérêt de déléguer, etc. Franchement, ça vous fait gagner du temps et de l'argent parce que voilà, elle a une expertise, elle a des compétences dans ce domaine. Alors pareil, je ne connais pas du tout tous ces process, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est basée sur des choses objectives, des datas et non sur de l'émotionnel. Donc comme ça, il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas je pense que je peux louer que ça ou que si. Eh ben, elle le fait avec des datas, des données objectives et ça permet effectivement à certains moments d'avoir des excellentes surprises sur les tarifs. Et moi, là où je le vois, c'est surtout sur les saisons hautes, la période haute, c'est là où elle arrive à louer encore plus cher que ce que je faisais. Et c'est là où on gagne énormément de chiffre d'affaires. Donc, en tout cas, effectivement, je pense comme toi, on est satisfait de ce qu'elle fait. Mais tout ça pour vous dire, la communauté automatique BNB, qu'il est important de bien réfléchir à comment faire vos tarifs. Et quand vous gérez vos tarifs, que vous le gérez en déléguant à Elise ou si vous le faites vous-même, mais vraiment aller sur des datas, sur des choses objectives et pas sur du ressenti. Vous allez voir, vous allez être agréablement surpris. Vous pouvez louer beaucoup plus cher votre bien à partir du moment où on fait de l'excellence, c'est-à-dire on pense à l'expérience client et on fait tout pour que la qualité perçue soit la plus haute possible dans votre logement. Si vraiment vous êtes sur cette donnée-là, là, vous allez pouvoir faire du profit et des revenus et en plus satisfaire des clients. Donc ça, c'est vraiment ça faut Et mettre en c'est quelque place. chose que moi, il y a même pas 2 ans, je ne pensais même pas pouvoir automatiser cet achat. Je me suis dit, tiens, putain, je vais toujours devoir changer les tarifs en fonction de l'offre, de la demande, des cas des creux, changer et tout ça. Là, je ne m'occupe plus de tout ça. Là, je regarde juste le planning et je regarde s'il est plein. Et Elise m'a toujours rassuré, parce que moi, j'ai eu une habitude en 2018-2019, avant, on a un prix correct, hein, mais avoir des calendriers pleins 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'avance, ça me rassurait. Quand j'ai passé chez Elise et avec la crise du confinement où il y a énormément du coup de réservations de dernière minute, je stressais de me dire, putain, ça ne va pas se louer, ça ne va pas se louer. Et Elise m'a dit, t'inquiète pas, voilà la tendance. Là, actuellement, les réservations de dernière minute, ça représente 70% des réservations. Et du coup, elle m'a rassuré. Et maintenant, voilà, je ne regarde pratiquement plus mon calendrier pour savoir si elle fait bien le job. C'est plutôt bien suivi. Et c'est encore une chose qu'on peut automatiser quand on a plusieurs appartements. Si on en a 2, clairement, on peut encore le gérer. Mais à partir du moment où on en a 4, 5, 6, 7, 8, plus de 10, si on gère en plus une conciergerie, de la sous-loc et des apparts en propre, c'est vraiment plus complexe. Ouais, effectivement, je partage ce que tu dis et effectivement, attention, c'est jamais bon signe justement quand vous louez trop en avance et que vous bookez trop en avance votre calendrier et si tous les mois vous êtes sur un taux d'occupation à 100%, ça veut dire que vous auriez pu augmenter vos prix et c'est aussi l'objectif. L'objectif, c'est pas que d'avoir des taux d'occupation, mais c'est aussi d'avoir un chiffre d'affaires et également une marge intéressante ou du cash flow intéressant à la fin du mois. De temps en temps, en louant moins, on peut se faire beaucoup plus de bénéfices parce qu'on a moins de charges en face. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête et je l'ai appris comme toi en étant aux côtés d'Élise et donc de professionnels du pricing. Et justement, tu parlais de tendance. Est-ce que toi, voilà, 2021, 2022, tu vois des tendances, des évolutions, des choses sur lesquelles il faut être attentif dans la location courte durée, sachant, comme tu le disais, entre le moment où tu as commencé et aujourd'hui, la location courte durée a grandement évolué, ça va très très rapidement. Donc, quelles sont un peu tes tendances pour toi ou les choses sur lesquelles tu vas faire très attention pour cette année 2022? Ça a été complètement, je dirais, métamorphosé. C'est un business qui a été rendu, bah, qui a été donné au grand public. Donc, tout le monde veut se lancer là-dedans, tout le monde veut faire du rendement. Et dans certaines villes, pour avoir du rendement, de toute manière, il n'y a pas le choix de passer sur de la location courte durée. Ça, c'est clair. Après, les tendances, il y a 2 tendances pour moi. Il y a la première tendance, déjà, mais c'est plus d'un point de vue réglementaire. Attention, les villes commencent à s'y mettre de plus en plus. Petit aparté, moi, je fais partie d'un groupe de 30 personnes parce que je suis ambassadeur Airbnb, donc je m'occupe de la communauté des hôtes Airbnb sur le 44. Donc, je fais la relation entre les villes et Airbnb sur les nouvelles réglementations. Donc, je fais partie d'un petit groupe de 30 personnes avec qui on est sur le Parlement européen, où en fait, ils ont fait un questionnaire en décembre pour un peu avoir la tendance de qui fait quoi, de comment on pouvait être réglementé
Airbnb, en tout cas la location dite courte durée sur l'échelle européenne. Donc, moi, ce que j'ai compris, en tout cas avec les échanges que j'ai eus avec la personne qui est au Parlement européen, c'est qu'ils veulent mettre des règles en place que les villes pourront appliquer, mais les villes seront toujours maîtres de leurs propres règles. Donc, je dirais vraiment, vraiment attention sur là où vous souhaitez faire de la location courte durée ou de la sous-location ou même de la conciergerie. J'irai dans les grandes villes, plus de 200 000 habitants, très, très, très compliqué. En tant qu'investisseur, déjà, c'est du nom propre. Maintenant, un bien minimum. Sinon, après, il y a des mesures de compensation qui sont tellement compliquées qu'il faut oublier. La petite astuce, c'est locaux commerciaux, bureaux que vous pouvez exploiter en location courte durée, mais avec une petite DP. Paris est en train de refuser toutes les nouvelles DP. Donc, dès que Paris fait quelque chose, les villes de plus de 200 000 habitants vont suivre. Donc, attention là-dessus. Sur la partie réglementation, même, je pense aux villes côtières, et j'en fais partie, où il y a un petit bassin industriel où il peut y avoir des conflits d'intérêts. Mais là, je ne vais pas citer les villes pour pas je ne veux pas me mettre certains élus, mais en tout cas, il y a des villes où ils sont en train de mettre des règles très, très restrictives. Je pense que c'est pratiquement aussi pire que Paris. Mais parce que là, il y a des conflits d'intérêts, il y a des élus qui ont des hôtels dans certaines villes. Donc, attention dans la ville, déjà, renseignez-vous. Je vais vous donner un exemple d'un cas concret que j'ai eu. Un client qui achète un appartement, une fortune du côté de Rennes. Rennes fait partie des grandes métropoles où il n'y a aucune règle. Donc, du coup, je dis, bizarre, je vais appeler l'office du tourisme. Et en fait, j'appelle et la dame me dit, en effet, il n'y a pas de règle pour l'instant. Et là, du coup, j'ai tiqué. Je dis, ah, pour l'instant, c'est-à-dire, elle me dit, on est en train de regarder ce que font nos copains à côté. Donc, clairement, toujours, s'il n'y a pas de règle en place, essayez d'appeler l'urbanisme ou plutôt l'office du tourisme pour voir quelles sont les règles en place et savoir si ça va changer. Alors, ils ne vont pas vous dire si ça va changer, mais essayez de vous renseigner quand même au niveau local pour voir s'il y a des tendances plutôt défavorables à Airbnb. Regardez déjà de quelle partie fait partie votre maire. Donc, vraiment faire attention là-dessus. Et moi, je pense qu'il y a une vraie tendance, et là, c'est parce que j'ai des amis qui ont beaucoup d'appartements dans des coins ruraux où il y a peu d'offres hôtelières, où il y a souvent des gros bassins industriels agroalimentaires. Alors, nous, en Bretagne, il y a beaucoup, c'est un vivier d'entreprises dans l'agroalimentaire. Mais je ne peux pas citer la ville parce que je pense que tout le monde ira là-bas. Mais il y a certaines villes en Bretagne où il y a vraiment voilà, un microsystème économique où il y a beaucoup d'industries parce que c'est des axes passants entre des grosses villes et il y a peu d'offres hôtelières parce que ça n'a jamais été développé et pareil, la partie tourisme n'a jamais été développée dans ces villes-là et je pense qu'il y a vraiment du business à faire là-dedans. D'une, l'avantage, c'est que vous allez payer vraiment moins cher votre prix au mètre carré que d'une grande ville ou une ville côtière. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que vu qu'il n'y a pas d'offre hôtelière, vous pouvez louer un peu plus cher. Donc, du coup, avoir des très grosses rentabilités. Moi, j'ai des amis qui ont des rentabilités à entre 25 et 35% de rentabilité en location Airbnb sur leur propre investissement, donc ce qui est plutôt correct. Mais ils payent tellement pas cher leur logement et le louent tellement bien que du coup, c'est super rentable. Ah, c'est super rentable. C'est très français ce que je viens de dire. Et après, je pense qu'il y a une autre tendance, c'est les maisons, un peu excentrées aussi, pareil, des villes, où là, vous allez faire des maisons, et je pense à un ami qui regarde ma vidéo, c'est entre autres, voilà, c'était une idée que j'avais, et il est en train de me faire. Il a acheté une maison, mais vraiment pourri de chez pourri. Il a fait un bijou, il a mis un jacuzzi intérieur, un billard, il a carrément fait appel à un paysagiste pour tout refaire le jardin. C'est perdu dans la Pampa, c'était à 30 minutes d'une ville de 60 000 habitants. Mais je pense que clairement, il va vraiment faire de l'argent parce qu'il y a un gros pôle touristique à même pas 10 minutes de là. Il y a très peu de gîtes, il y a très peu de maisons ou d'hôtels qui proposent une telle capacité. Je crois que c'est 10 couchages. Euh, Peu de maisons qui proposent ce type d'équipement-là. Dès que vous rajoutez un jacuzzi, clairement, vous pouvez augmenter de 100 balles la nuit, ça ne pose aucun problème. Je prends un appartement standard à 100 euros, vous rachetez un jacuzzi, vous pouvez racheter 100 euros. Le jacuzzi, vous l'amortissez en 4-5 mois. Et je pense qu'il y a une vraie tendance sur les maisons. Du, par le Covid déjà, parce que les gens veulent se réunir dans des maisons. Et les maisons un peu excentrées dans les coins ruraux, ça vaut que dalle. Ça vaut rien du tout. Et vous pouvez en faire vraiment des bijoux. Donc ça, c'est mon point de vue à moi et c'est mon ressenti par rapport au marché. Et en tant qu'agent immobilier, je vois bien ce qui peut marcher. Mais je pense qu'on est là-dessus. Et après, voilà, je pense que tout ce qui est ville côtière, grande métropole, c'est saturé.
c'est saturé. Je pense que les villes vont commencer vraiment à faire un entonnoir et à ne plus donner de dérogation ou de permis, on va dire, de louer en location courte durée. Et je pense que dans quelques années, peut-être quelques mois, on sera sur une vitesse de croisière de temps de logement par ville. Moi, je pense à la ville dans laquelle je suis actuellement. Il y a 1200 logements en location courte durée, mélangés résidence principale, résidence secondaire. Mais je pense que voilà, on ne peut pas aller au-delà parce que bah, y a un moment donné, on peut pas accueillir autant de touristes, quoi. Tout est saturé. Donc voilà, mon point de vue, c'est plutôt d'aller dans des coins un peu écartés, mais avec un bassin industriel proche. D'où l'intérêt vraiment de faire une étude de marché, pas des études de marché spécialement dans les grandes villes, mais justement d'aller un peu voir ce qui se fait dans les petites villes à côté justement des grosses agglomérations, voir ce qui peut se faire. Et c'est important justement avant de vous lancer de faire une étude de marché sectorielle. Et vous allez voir, justement, il y a des lieux, il y a des pépites. Moi, je suis plutôt en Bourgogne-Franche-Comté. Je connais des lieux où effectivement il y a des pépites. Je ne veux pas spécialement dans les plus grosses villes, tout simplement parce que, comme tu le disais, il y a des réglementations qui évoluent, il y a beaucoup de concurrence, etc. Et pourtant, il y a des lieux où on peut faire vraiment des belles rentabilités. Ouais, bien sûr. À vous d'y aller, à vous de regarder, mais il y a encore énormément de lieux en France qui ne sont pas du tout exploités, parce qu'en fait, tout le monde va au même endroit. Donc, c'est tout l'intérêt aussi de cette chaîne, c'est de vous faire partager. Je vous avais fait une vidéo justement sur les études de marché. Vous ai expliqué qu'il y a beaucoup de lieux où on peut aller faire son marché et cartonner vu qu'il n'y a pas de concurrence et où le prix du mètre carré est tout à fait accessible. Donc ça, franchement, soyez bien vigilants à ça. Et puis, j'avais une dernière question. Comme tu disais, tu es sur plusieurs secteurs différents dans l'ouest de la France. Comment toi, tu fais pour gérer à distance l'ensemble enfin, en tout cas, de ton activité de location courte durée? Comment tu fais pour gérer ça à distance? Parce que on n'en a pas parlé, mais je ne pense pas que c'est toi qui vas faire le ménage. Je ne pense pas que c'est toi qui te rends dans ton appartement tous les jours spécialement. Comment tu gères, tout simplement? C'est une vraie problématique que j'ai eue. Alors, quand j'avais la conciergerie, globalement, aucun problème, tout était géré. Nantes, c'est un de mes associés, mon associé de la laverie, il a une conciergerie, donc c'est lui qui gère l'appartement. Donc, pareil, facilité. Euh, Là, sur Vannes, je vais vraiment parler de la problématique que j'ai eue et que je suis en train de résoudre depuis 3 mois, mais ça m'a quand même foutu un peu dedans. C'est quand mon beau-père a décidé d'arrêter la conciergerie, je me suis retrouvé sans prestataire. Quand j'ai voulu trouver des prestataires, tout le monde voulait être au black et pas gérer le linge. Et là, je me suis dit, moi, le linge, c'est une vraie problématique. J'ai du stock dans tous les sens. J'ai acheté mon linge. C'est vraiment une décision de ma part. J'ai acheté mon linge, je l'ai vite amorti et je ne voulais pas le louer. Je voulais payer moins cher et tout ça. Donc, pareil, il y a des solutions sur le linge. Je pense que la partie blanchisserie et location de linge, c'est même plus. Pour moi, ça paraît logique d'aller directement sur de la location de linge. Il faut arrêter de gérer du linge, il faut arrêter de payer son linge, sauf si vous avez un appartement. Mais si vous avez 8, 9, 10 appartements, location de linge, vous allez simplifier votre démarche. Après, sur la partie ménage, ça y est, j'ai trouvé un prestataire, là, du coup, c'est tout neuf depuis cette semaine, qui va en fait faire toute la partie ménage, linge, et du coup, il me facture selon la prestation. Il aura accès à mon planning, du coup, via mon channel manager. Je vais lui donner un accès à les entrées et sorties et les contacts clients si besoin, parce qu'il y a des clients, même si tu leur dis de partir à 11 heures, ils partent à midi. Donc, il devra quand même contacter les clients pour savoir si tout le monde est bien parti, s'il peut faire le ménage. Mais ça me coûte un peu plus cher que ce que j'avais avant avec la conciergerie. Euh, Trouver actuellement en location courte durée, la vraie problématique, et franchement, c'est un peu général par rapport à d'autres investisseurs, sous-loueurs ou en conciergerie, trouver un bon prestataire ménage et linge, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Et moi, je l'ai trouvé en faisant du réseau, tout simplement. Encore une fois, je fais beaucoup d'apéro IMO. Là, ce soir, on est encore en soirée IMO. Voilà, on essaie d'échanger un peu sur nos problématiques et on essaie de s'échanger les bons prestataires pour gagner du temps, pour aussi être plus serein. Si un de mes confrères ou un de mes amis me dit moi je bosse avec lui depuis 2 ans, voilà, on est sûr que le job va bien être fait. Mais la vraie problématique que j'ai eue là, ces 3 derniers mois là, sur Van, entre autres, c'est de trouver un prestataire ménage, un bon prestataire ménage et linge. Et là, je l'ai trouvé, mais assez difficilement. Et puis maintenant, en fait, ils ont tous accès à des plannings. Et puis, en fait, ils m'envoient juste des textos pour me dire studio fait, T4 fait. Ils m'envoient toujours un texto. Ça, je suis assez contrôlant.
j'aime bien savoir, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir un accident de voiture, je sais pas, sa grand-mère peut être à l'hôpital, peu importe. Mais je veux être sûr que le job est bien fait, parce que je veux pas que les clients se retrouvent en me disant, bah, là, on est dans un appart, mais c'est le bordel, quoi. Donc voilà, je demande toujours à mes prestataires ménages, à chaque fois qu'ils font une prestation, de me dire studio fait, duplex fait, T4 fait, et au moins je suis sûr que c'est fait, et puis je passe à autre chose. Ok, bah, merci Benjamin là, de nous avoir partagé toute cette expérience, tes conseils. Et puis, avant de nous quitter, ce que je disais tout à l'heure en début d'interview, tu souhaitais offrir à la communauté automatique BNB, en tout Ouais. cas à un des membres, quelque chose. Donc, je vais te laisser expliquer ce que tu souhaites offrir, et après, j'expliquerai comment on fait pour le gagner, tout simplement. Eh ben, comme tu l'as dit, Nicolas, plusieurs activités, mais mon activité principale reste la location courte durée dans mes investissements, dans différents business et aussi de la formation. Donc, j'accompagne des particuliers et des professionnels. Mon entreprise est certifiée et a un numéro d'agrément par la DRET, donc c'est le grand gourou de la formation en France. Donc, du coup, je forme des particuliers à travers des formations en ligne et des professionnels Calliope pour former des agences immobilières, en tout cas les sensibiliser sur ce type d'investissement, ce type de stratégie locative. Donc, en discutant avec toi, Nicolas, cette semaine, j'ai décidé d'offrir en fait une de mes formations qui est sur la sous-location professionnelle. Donc, il y a tout l'aspect juridique, c'est qu'est-ce que c'est la location, qu'est-ce que c'est la sous-location, le bail, comment on le rédige. Donc là, c'est rédigé avec une de mes avocates. Le bail est bien sûr fourni dans la formation. Comment on recherche un bien, quel type d'assurance quand on fait de la sous-location. Et après, une fois qu'on a vraiment tout l'aspect juridique de la sous-location, excusez-moi, il y a toute la partie LCD. Donc, comment maintenant on exploite ces biens en location courte durée. Donc, on parle de l'emplacement, donc comment faire une étude de marché. Donc, ça, c'est pareil, hein, on pourra en parler pendant des heures, mais l'étude de marché, c'est ce qui est primordial. Le channel manager, où là, j'ai 4-5 intervenants, du coup, des professionnels, hein, Amelitis, Mobu, BookingSync, qui interviennent dans ma formation et qui présentent leur logiciel. Et voilà, c'est en mode question-réponse. Donc, c'est des vidéos qui durent une heure chaque. On parle de comment automatiser via les serveurs connectés. Donc là, il y a Igloo et Nuki qui sont aussi intervenus dans ma formation. On parle de tout l'aspect juridique, surtout, là, je dirais plutôt sur la partie propriétaire ou conciergerie, c'est tout l'aspect paperasse administratif qu'il faut remplir quand on fait de la location courte durée. On parle de toutes les assurances P&O, on parle de plein de choses, de Booking. J'ai eu la chance d'avoir une vidéo tournée par Booking sur vraiment tout leur back-office, sur comment gérer les prix et tout ça. Donc, c'est une formation qui dure une vingtaine d'heures. Il y a un accès avec un groupe WhatsApp avec l'ensemble des participants des formations. Donc, il y a des avocats et des notaires, il y a mes partenaires. Il y a d'autres participants de formation qui font de la sous-location à Paris, en Bretagne. Il y a des conciergeries. Et le but, en fait, c'est qu'on échange sur un peu toutes nos astuces. Et s'il y a des questions particulières sur lesquelles vous souhaitez qu'on approfondisse un peu plus en détail, il faut la poser sur le groupe WhatsApp. Et derrière, si vraiment c'est un sujet qui devient un peu plus récurrent, on fait un live ensemble. Et voilà, je reste quand même très disponible pour les participants de la formation parce que vous avez des astuces à un moment donné que vous avez développées et que je veux dire, c'est vraiment pas bête ce qu'il dit et je vais essayer de me l'appliquer à moi-même. Et si ça fonctionne, derrière, on tourne des vidéos et puis on essaie de faire venir des partenaires sur toute la partie caution, sur la partie… Voilà, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup de nouvelles solutions qui arrivent sur le marché parce qu'on est vraiment en train de se professionnaliser. Et voilà, donc j'ai décidé avec Nicolas d'offrir cette formation. Pas très grosse formation en perspective effectivement sur la sous-location. Donc, si vous êtes intéressé pour gagner cette formation, vous vous abonnez à la chaîne, vous partagez cette vidéo et vous mettez un commentaire sous cette vidéo. Et dimanche à minuit, enfin jusqu'à dimanche minuit et lundi matin à 9 h, j'annoncerai le grand gagnant. Donc, il y aura l'honneur de gagner cette formation sur la sous-location professionnelle. Donc, une formation qui est certifiée. C'est une formation qui a quelle valeur actuellement? Elle est aussi certifiée CPF, Ok, donc elle est à 1 387 €. Et si on passe hors CPF, elle est un peu moins chère, mais ça, ok. je vous Donc, enverrai le lien si vous êtes intéressé, hein.
Donc voilà, donc une formation qui a une valeur de 1300 euros, donc c'est un super cadeau. Et donc le regagnant sera contacté directement par Benjamin dès qu'il sera tiré au sort. Et pour ceux qui voudront contacter directement Benjamin, je mettrai sous la vidéo la manière de le contacter. Et vous pourrez le contacter directement si vous êtes intéressé par ses formations, ses accompagnements, ses conseils, etc. sans aucun problème. Et comme à mon habitude, Benjamin, je laisse toujours le dernier mot à celui que j'interviewe. Donc aujourd'hui, c'est toi qui as le dernier mot, c'est toi qui vas clôturer cette vidéo. Donc je te laisse le dernier C'est pas mot. prévu, ça. Et puis pour tous les autres, je vous dis à très bientôt. À toi de clôturer la vidéo, Benjamin. Non, je le répète assez souvent, mais quand on fait de la location courte durée, il faut se considérer comme un professionnel de l'hôtellerie. Donc faites attention, l'expérience client est primordiale quand vous faites de la location courte durée. Donc maintenant, avec toutes ces infos-là, vous n'avez plus qu'à appliquer nos conseils et cartonner dans vos locations. Et encore un grand merci à toi, Benjamin. Et puis Merci à à toi. très bientôt. Ciao. Ciao.